donc il présente juste le grand volet maladie. Donc on va essayer de répondre à la question quelles sont les innovations qui sont arrivées ou qui vont arriver à très moyen terme. Je propose de faire un petit bilan au niveau de l'évolution de la résistance à la septoriose sur blé tendre. Et puis, je vous parlerai aussi très rapidement, sans diapo, de ce qui se passe au niveau de l'helminthosporiose pour l'orge. Donc, comme vous voyez sur la diapo qui vient de s'afficher, un petit élément de contexte quand même pour se rappeler, se remémorer rapidement ce qui s'est passé en 2020. Vous avez un graphique qui présente en histogramme ce qu'on appelle la nuisibilité des maladies sur les essais blé tendre que nous avions en 2020. Donc, en fait, ces données, elles sont issues du réseau France Blé. Donc, il y a un réseau partenarial. Vous avez en bas de la diapositive le nom des différents partenaires, dont 5 en région centre-Île-de-France. Et donc, ce qu'on regarde avec ces essais-là, on a systématiquement une modalité non traitée fongicide versus des modalités traitées. Donc ça nous permet, en faisant l'écart de rendement, de nous rendre compte un petit peu des pertes de rendement qui viennent des maladies qui ont pu s'implanter sur les blés tendres cette année. Et donc vous voyez qu'en 2020, on a en moyenne 7,8 quintaux d'écart de rendement entre une stratégie je protège avec des fongicides versus je ne protège pas, ce qui représente finalement la plus faible nuisibilité qu'on ait pu avoir depuis au moins l'année 2004. Donc une année exceptionnellement basse au niveau de la pression des maladies, qui s'explique évidemment avant tout par le climat de l'année. Rappelez-vous, au printemps, on ne peut pas dire qu'on ait eu énormément d'eau, à l'inverse de ce qui s'était passé à l'automne. Et donc du coup, pour la plupart des champignons, quand on n'a pas d'eau, ils ont quand même sacrément du mal à s'implanter. Donc au final, une nuisibilité pas très très importante, ce qui nous faisait poser des questions sur ce que pouvaient donner les résultats au niveau suivi des souches de septoriose, puisque quand on fait des souches, on a absolument besoin de recueillir des symptômes de maladie au niveau de la septoriose pour pouvoir derrière en laboratoire voir un peu à quelle souche on a affaire. Puis finalement, le nombre d'échantillons envoyés à l'échelle nationale a été suffisant pour au moins avoir une idée de la façon dont avaient évolué les différentes souches de septoriose. Donc, tu peux passer à la diapo suivante. Alors Agnès, on va passer à la diapo suivante. On me signale qu'on ne t'entend pas très bien. Donc je vous rappelle que vous pouvez aussi monter le son au niveau de votre ordinateur et peut-être de ton côté essayer de te rapprocher peut-être du micro. Je peux crier. Alors, ça ne durera peut-être pas 30 minutes. Mais voilà, si tu peux peut-être parler un petit peu plus fort, donc c'est ce qu'on me demande. Merci. Je vais essayer de parler un peu plus fort et puis vous n'hésitez pas à me dire si jamais c'est toujours pas suffisant, j'essaierai de faire porter encore plus ma voix. Donc sur le graphique, là, vous avez différentes courbes avec plusieurs couleurs. Chaque courbe représente un type de souche de septoriose. En général, tous les ans, vous avez un peu ce type de présentation. Mais pour mémoire, ce que vous pouvez retenir, c'est que les courbes vertes, enfin la courbe verte et la courbe jaune, représentent les souches qui finalement sont les moins problématiques au niveau de la septoriose, puisque ce sont les souches qui sont les moins résistantes aux différents fongicides qu'on peut utiliser à l'heure actuelle. Donc ces souches-là sont plutôt dites sensibles ou faiblement ou moyennement résistantes, notamment au triazole. Donc tout ce qui était buconazole, metconazole, prothioconazole, etc. Donc quand on regarde l'évolution de ces souches-là, on voit bien que dans les années 2010, on avait majoritairement ce qu'on appelle les tri-MR, donc des souches moyennement résistantes. Et puis depuis 2015, finalement, c'est un peu la dégringolade au niveau de ces souches-là. On en a de moins en moins dans les parcelles. Et aujourd'hui, on est plutôt proche des 15%. Donc, c'est-à-dire qu'on peut le traduire en disant, quand vous voyez de la septoriose dans vos champs, on a à peu près 15% des symptômes qui sont liés à ces souches-là. Donc, évidemment, le fait d'avoir une dégringolade de ces souches laisse la place à des souches un petit peu plus embêtantes, enfin, qui pourraient à l'avenir être un peu plus embêtantes au niveau de l'efficacité des fongicides. C'est notamment la courbe bleue, donc qu'on appelle tri-HR, qui sont des souches qui sont hautement résistantes, alors pas à tous les triazoles, mais à certains triazoles. Donc, dans cette catégorie, vous pouvez avoir certaines souches qui vont être très résistantes au tébuconazole, d'autres très résistantes au metconazole, et certaines très résistantes au prothioconazole. Donc, vous voyez que ça représente à peu près 60% de la septoriose qu'on a dans nos parcelles à l'heure actuelle, et c'est en augmentation depuis l'année 2015. Alors,
ça peut être un peu effrayant en regardant comme ça, parce qu'on peut se dire, oulala, bah, si les hautement résistantes, elles augmentent autant, ça veut dire que peut-être que demain, nos fongicides ne fonctionneront plus, ou en tout cas n'auront plus une efficacité suffisante. À l'heure actuelle, même si ces souches augmentent, pour le moment, on n'a pas vu de dérive d'efficacité des produits appliqués dans les parcelles. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc voilà, mais en tout cas, retenez que ces souches sont en augmentation. Puis on a la courbe noire, qu'on appelle MDR. Alors celles-là, elles sont un peu particulières parce qu'elles sont hautement résistantes aussi au triazole. En revanche, elles sont hautement résistantes à tous les triazoles. Donc ça veut dire que toutes les familles, tébuconazole, metco, protio, etc., ont exactement le même type de réponse vis-à-vis de ces souches. C'est beaucoup plus compliqué de réussir à obtenir les mêmes efficacités sur ces souches-là, puisqu'il faudrait augmenter les concentrations de fongicides de manière très importante. Donc actuellement, on est presque à 30% de ces souches dans les parcelles. Et puis les 20 derniers pourcents, alors c'est des souches qui sont qui sont beaucoup plus récentes. Vous voyez sur le graphique qu'elles ont commencé à apparaître en 2017, mais de manière très très faible. Puis on commence à les voir de manière assez conséquente à partir de 2019. Ces souches-là, elles ont la particularité d'être résistantes au SDHI. Alors évidemment, ça veut dire qu'en 2020, en gros, on a essentiellement des souches de septoriose résistantes au triazole, et puis un petit peu de souches résistantes au SDHI. Évidemment, quand on sait que la plupart des fongicides qui sont utilisés à l'heure actuelle sont composés de triazole et de SDHI, au moins pour ce qui est fait à dernière feuille, on peut se poser la question de l'avenir de l'efficacité de nos produits. Donc la bonne nouvelle, c'est que actuellement, à chaque fois qu'on fait des essais du réseau performance, on prélève des échantillons pour voir quelles sont les souches résistantes, mais derrière, on a aussi des essais d'efficacité pour voir un petit peu comment se comportent les produits dans les parcelles. Pour le moment, on n'a pas vu de dérive d'efficacité. Donc, même si le paysage est en train d'évoluer un petit peu, on n'a pas de problème d'efficacité. Donc, les produits que vous utilisiez en 2018 et en 2019 sont tout autant efficaces en 2020 et le seront certainement tout autant en 2021. Donc, pour le moment, pas de panique, on a des produits qui restent efficaces. Pourquoi? Alors, vous pouvez me dire, pourquoi dans ces cas-là, on s'intéresse autant au suivi des souches? On s'y intéresse tout simplement parce qu'on essaye de voir un petit peu dans le protocole de ces essais, est-ce qu'il y a des pratiques si je reviens plusieurs fois avec des SDHI, si je n'alterne pas les triazoles, si j'utilise du soufre ou pas, ou du folpel, est-ce que ça peut faire bouger un petit peu ces courbes qu'on voit à l'écran? Et c'est à partir de ces résultats-là qu'on formule des préconisations d'utilisation des fongicides qui ne sont pas forcément c'est pas forcément basé sur de la réglementation. En revanche, ce sont vraiment des recommandations pour avoir une durabilité la plus longue possible de nos solutions fongicides actuelles. Donc, sur la diapo d'après, on va voir un peu les conclusions. Je ne connais pas, Agnès, ta résistance au niveau de la voix, mais si tu peux continuer à être sur ce volume, c'est très bien. Donc, on me signale que pour certains, c'est mieux, et pour d'autres, il y a encore des difficultés. Donc, si vous pouvez regarder aussi du côté de votre volume. Mais j'espère que tu as une bonne résistance au niveau de la voix, Agnès, pour qu'on puisse aller au bout. Je vais y arriver. Je vais m'en sortir. Donc, voilà, donc ce que vous pouvez retenir cette année des résultats du réseau performance au niveau recommandation. Le premier point, c'est exactement ce que je vous ai dit. Il y a une progression de la résistance, même en année à faible pression septoriose, mais on constate une certaine stabilité des souches noires, la courbe noire qu'on voyait précédemment, donc on appelle les MDR. Toutes les autres sont en progression pour les triachères et pour l'écart R. Donc progression d'écart R, mais pas d'impact perceptible au champ sur la performance des SDHI associés au triazole. Donc du coup, pour le moment, pas de panique, nos produits fonctionnent. Quand on fait un programme uniquement avec l'utilisation d'un produit qui comporte un SDHI et un triazole, donc comme par exemple le Cardix, le Revistar XL, les Latucera, les Latus Plus associés à du metconazole par exemple, ce type d'intervention, si on en fait trop, on va dire, ça peut faire progresser la proportion de souches MDR, mais aussi CAR-R. C'est à cause de ça qu'on limite, en fait, qu'on recommande de n'utiliser qu'une seule fois dans un programme fongicide un produit à base de SDHI.
C'est vraiment pour éviter que les MDR et les CAR-R ne progressent fortement. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, ça n'a pas changé par rapport aux années précédentes. On est toujours sur la même notion de un seul SDHI par campagne. On a testé le soufre au T1 tout seul. Donc on fait un T1 et puis on vient derrière avec un produit type Revistar XL ou Cardix ou Elatucera. Et on a regardé un petit peu ce que ça donnait, cette utilisation de soufre au T1 par rapport au fait de ne pas utiliser de soufre. Et en fait, l'année précédente, on avait vu que quand on faisait du soufre, finalement, on avait un petit effet augmentation des MDR qu'on ne retrouve pas cette année. Donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que finalement, ça se trouve, le soufre ne fait pas augmenter particulièrement les souches MDR. Alors, évidemment, il faudra confirmer avec les prochaines années pour avoir un petit peu plus de recul et voir quel peut être l'effet de l'application d'un soufre tout seul au T1 sur ce type de souche. On a essayé aussi une association soufre avec du phosphonate de potassium, qui est un produit qui n'est pas encore homologué, mais qui normalement devrait l'être à partir de la campagne 2022. Donc on ne pourra pas l'utiliser en 2021, mais dès la campagne prochaine, normalement, on devrait avoir accès à ce type de produit, qui est un produit de biocontrôle. Donc l'intérêt de l'associer avec le soufre, c'est qu'on peut se retrouver avec un T1 100% biocontrôle. Quand on fait ce type d'application, phosphonate de potassium plus soufre, on a une tendance à ce qu'on appelle contre-sélectionner les souches MDR et TRIHR. Contre-sélectionner, ça veut dire qu'en fait, ça permet de ne pas faire monter la pression des MDR et des TRIHR. Donc, a priori, la population a tendance à baisser par rapport aux témoins, donc ce qui serait plutôt une bonne nouvelle et qui permettrait de pouvoir utiliser assez facilement ce type de solution. Puis, on a regardé ce que pouvait donner aussi l'utilisation du Folpel au T2. Donc, pour rappel, le Folpel, c'est un produit de contact qui, en fait, est utilisable depuis un petit moment sur céréales, enfin, qui existe depuis un petit moment, mais qui n'était pas très utilisé, notamment parce qu'on avait le chlorothalonil. Maintenant qu'on n'a plus accès au chlorothalonil, puisqu'il n'est plus autorisé, on se dit finalement l'effet multicide bénéfique du chlorothalonil peut peut-être être remplacé par le Folpel, qu'on le mette en T1 ou en T2. Et on a regardé notamment si on l'associait à un produit triazole SDHI, et on n'a vu aucun effet sur la progression des souches résistantes. Donc ça ne les fait pas progresser, mais ça ne les ralentit pas non plus. Donc c'est un effet totalement neutre. À savoir que comme le Folpel est un produit qui est relativement cher et qu'en termes d'efficacité, le fait de l'ajouter à des produits à dernière feuille qui sont déjà assez efficaces, finalement, nous, on ne voit pas forcément l'utilité de rajouter ce type de produit pour un positionnement en dernière feuille. Par contre, il peut être intéressant si on l'utilise au T1, s'il y a nécessité de faire un T1. Donc voilà ce qu'on peut retenir au niveau de la gestion de la résistance des souches avec l'utilisation et donc les recommandations d'utilisation des produits qu'on en fait. Donc ça, c'était vraiment pour le côté gestion et comment composer son programme. Maintenant, le but, c'est de voir un petit peu quels sont les produits, les nouveautés qui sont arrivées sur le marché depuis l'année dernière ou qui vont arriver pour la campagne 2021. Et surtout, qu'est-ce qu'elles peuvent donner en termes d'efficacité. Alors, sur blé tendre, on a regardé souvent ce que ça donnait par rapport à la septoriose et par rapport à la rouille brune. Et puis sur orge, vous avez dans la diapo, là, c'est noté complexe maladie, parce qu'il est de plus en plus difficile d'avoir des essais où on arrive à avoir que de l'helminthosporiose ou que de la rhynchosporiose ou que de la ramulariose. Donc, du coup, c'est souvent des essais où on a plusieurs maladies en même temps. Donc, ça permet d'avoir finalement un niveau de performance des produits quand on a plein de maladies qui arrivent sur cette espèce. On a il y a trois catégories de nouveautés, ou en tout cas de produits récents. La première catégorie que vous voyez, donc en fait, c'est des produits qui sont arrivés depuis l'année dernière. Donc, certains ont peut-être déjà utilisé dès la campagne 2020. Et la nouveauté, en fait, vient du triazole qui compose ces produits. Donc, c'est un nouveau triazole qui n'existait pas du tout avant, qui s'appelle, alors il a un nom un peu barbare, il s'appelle le méphénetrifluconazole. Et c'est ce que vous pouvez retrouver dans des produits, soit en solo, donc il faudra associer à d'autres matières actives, et le produit s'appelle Amplitude ou Sulky. Et puis, il y a un produit tout formulé qui s'appelle Revistar XL ou Diadème, qui comporte ce nouveau triazole, plus le fluxapyroxade, qui est le SDHI que vous retrouviez dans le Librax. Donc, on a regardé ce que donnait ce produit sur blé tendre en septo-rouille brune et puis sur orge. Il y a une nouvelle molécule aussi qui vient d'apparaître, enfin qui vient d'arriver sur le marché, donc qui sera disponible pour la campagne 2021.
C'est une nouvelle famille chimique qui s'appelle QII. Donc, cette famille était déjà utilisée sur d'autres cultures, mais pas en grande culture. La molécule s'appelle le fenpicoxamide et on le retrouve soit vendu en solo sous le nom de Kestar Akino, et c'est celui-là qui sera disponible en 2021. Donc, il faudra l'associer, on verra dans les essais qu'on l'a associé à d'autres types de molécules. Et puis, en 2022, devrait arriver cette même molécule, mais directement formulée avec du prothioconazole. Donc, on n'a pas encore le petit nom là, ce que vous voyez, c'est le numéro du produit pour le dépôt de l'AMM. Donc voilà, donc, vous verrez des résultats sur blé et sur orge pour ces différents produits. Et puis la dernière case, je ne vous montrerai pas dès cette année des résultats d'essai, mais c'était juste pour que vous ayez conscience des nouveautés qui allaient arriver sur le marché. Sachez qu'a priori, en 2023, on a un nouveau SDHI qui devrait apparaître. La molécule s'appelle le pidiflumétophène et on le retrouvera sous deux types de produits, soit en solo à associer automatiquement, donc je pense que ce sera vendu en pack, associé automatiquement avec une autre molécule, soit il sera directement associé à du prothioconazole. Voilà, donc vous ne verrez pas les résultats, tout simplement parce qu'on est un peu trop tôt, là, il arrive qu'en 2023, donc on a le temps de voir ce que ça donne. Donc on va démarrer par les résultats du Revistar XL, voir un peu ce que donne cette association entre le nouveau triazole et le SDHI du Librax. Alors, la première partie, là, sur le haut de la diapo, ce que vous voyez, ce sont les résultats en efficacité et en rendement de ce produit sur la septoriose. On l'a comparé aux références que vous connaissez bien maintenant, donc Elatucera avec des doses entre 0,7 et 0,75 en fonction des années. On est sur des résultats pluriannuels, donc les résultats de l'année 2019 et 2020, et au total, on avait 9 essais sur l'ensemble de ces 2 années. Donc l'Elatucera à 0,7 ou 0,75, le Librax à 1 litre, le Cardix à 0,9 et puis le Revistar XL qu'on a testé pour la synthèse pluriannuelle à 0,75 litres. Vous voyez en termes d'efficacité, donc les barres vertes, qu'en moyenne, finalement, on se positionne exactement de la même manière qu'un Elatucera ou même qu'un Librax ou un Cardix, puisque au niveau statistique, c'est les 2 petites lettres qu'il y a entre les 2 graphiques là. NS, c'est pour non significatif. Donc statistiquement, on obtient exactement le même type d'efficacité avec ce produit pour ces équivalences de doses par rapport aux références. Et puis sur le rendement, finalement, c'est exactement la même chose. On voit vraiment des rendements totalement identiques entre ces différents produits. Donc pour cette nouveauté, finalement, très bon comportement au niveau de la septoriose. On a un produit qui tient très très bien la route. Donc, aucun problème pour imaginer l'intégrer dans des programmes qui visent la septoriose. On a également testé le produit sur la rouille brune. Donc, ce sont les graphiques suivants. Donc, vous retrouverez à chaque fois, sur toutes les diapos, vous aurez à chaque fois les efficacités à gauche, les rendements à droite. Cette fois-ci, on l'a comparé à 2 doses différentes, en 2018, 2019 et 2020. On avait la dose d'homologation, donc 1,5 litre, qui ne sera pas la dose d'usage, parce que on voit sur ce graphe notamment que quand on baisse la dose pour passer à plutôt du 0,9 1 litre, finalement en termes d'efficacité comme en termes de rendement, on obtient exactement le même type de résultat que du Cardix Twist. Donc pour rappel, le Twist, c'est de la trifloxystrobine, donc une strobilurine qui est ajoutée au Cardix, puisque le Cardix est un petit peu plus faiblard que d'autres produits vis-à-vis de la rouille brune. Donc là, quand on a du Revistar XL tout seul sur la rouille brune, quand on a des doses assez importantes, il peut suffire à lui-même. Sauf que du Revistar XL à 0,9 1 litre, ça peut faire un peu beaucoup, surtout quand on voit qu'en septoriose, il se débrouille très bien avec des doses plus basses. Donc finalement, ce que vous pouvez retenir, c'est que nous, dans les programmes, quand on a une sensibilité de la variété à la rouille brune, on a tendance à rester plutôt sur des doses de Revistar XL qui vont tourner entre 0,6 ou 0,75 et on va ajouter de la pyraclostrobine, donc contenue par exemple dans du Comet, pour pouvoir gérer correctement la rouille brune. Donc à retenir, bonne efficacité de ce produit par rapport à la septo. Il peut aussi avoir de très bonnes efficacités au niveau de la rouille brune, mais si on met une dose assez conséquente. Et si on ne veut pas monter la dose, et dans ces cas-là, on ajoute une strobilurine qui va gérer les rouilles. Alors, on a regardé un petit peu au niveau courbe de réponse, c'est-à-dire jusqu'où, avec ce nouveau produit, on pouvait faire baisser la dose. Donc là, vous avez un graphique, pour le moment, que les efficacités. À gauche, donc plus le point est haut,
plus vous avez une efficacité élevée. Et puis en bas, vous avez l'échelle des coûts du produit quand on l'applique au T2. Donc vous avez positionné sur le graphique les points orange, c'est un petit peu les références Cardix et Librax, donc à 1 litre et 0,9. Et puis Elatus-Sera à 0,75, le point bleu qui est le plus à droite. Donc ça, on va dire, ce sont les doses de référence. Le Revistar, finalement, l'équivalence en termes de dose par rapport au produit de référence pour le Revistar XL, c'est la dose de 0,75. Quand on prend un produit comme l'Elatus-Sera, qu'on baisse la dose et qu'on passe sur du 0,5, on voit qu'en termes d'efficacité, on perd à peu près 15 points d'efficacité. Le Revistar XL, quand on baisse la dose pour passer de 0,75 à 0,6, ben finalement, en 2020, on obtenait exactement le même type d'efficacité. Donc finalement, c'est un produit qui arrive plutôt à bien supporter la baisse de dose. Alors attention quand même, parce que ce n'est pas parce qu'il supporte bien la baisse de dose en passant de 0,9 à 0,6 qu'il est capable de très bien supporter des doses encore plus faibles, comme des doses à 0,5 ou à 0,4. Donc moi, je ne préconiserais pas des doses inférieures à 0,6, mais vous pouvez noter que quand on a une pression maladie qui n'est pas extrêmement importante, ou du moins qu'on a une variété qui tient plutôt bien la route au niveau de son profil septoriose, on peut tout à fait être sur des doses de Revistar XL de 0,6 ou 0,65 sans aucun problème. Et puis quand on regarde ce que ça donne au niveau du rendement, et bien finalement, c'est exactement la même chose. Hein. Vous voyez, la courbe verte, elle est toute plate. Donc, on a obtenu en 2020 les mêmes rendements quand on était à 0,6 ou à 0,9. Alors, il faut faire quand même un tout petit peu attention, c'est que là, il s'agit uniquement des essais 2020. Or, en 2020, on n'avait pas beaucoup de maladies. Donc, il se peut que la courbe de réponse ait un petit peu une autre tête, évidemment, si on est sur une année à forte pression maladie. Donc, c'est pour ça qu'il ne faudra pas faire systématiquement des doses à 0,6. C'est vraiment à réserver pour des contextes avec des pressions pas très élevées au niveau de la septoriose ou des variétés avec un très bon profil par rapport à cette maladie. Et puis vous voyez qu'en termes de coût, hein, ça tient bien la route aussi, hein, c'est bien positionné par rapport aux autres produits. Maintenant sur Orge, si on regarde un petit peu ce que ça donne, donc là on est sur un complexe maladie, donc derrière complexe maladie, vous pouvez comprendre rhynchosporiose, helminthosporiose et ramulariose pour certains essais. Quand on regarde en termes d'efficacité et qu'on compare à la référence actuelle, Cardix Twist, et qu'on ajoute de la pyraclostrobine, donc avec le Comet à du Revistar XL, et ben on obtient les mêmes efficacités que le Cardix Twist et les mêmes rendements également. Donc finalement, on est sur un produit qui peut être totalement efficace au niveau de l'orge, et on verra que le fait d'avoir ce produit efficace peut notamment, enfin, ce sera peut-être plutôt dans la discussion, mais ça peut être notamment intéressant pour préparer un programme sur des orges de printemps à l'automne pour ceux qui en feraient, avec des variétés un petit peu sensibles à la rhynchosporiose. Ça peut apporter un peu de souplesse pour éviter d'utiliser trop de prothioconazole. Mais ça, à la limite, on verra si certains d'entre vous sont concernés, on pourra voir ça au moment de la discussion. Donc voilà, donc retenez que le Revistar XL peut être aussi un produit tout à fait valable en orge d'hiver. Donc voilà pour le Revistar. Les produits qui contiennent la nouvelle molécule, là, le fenpicoxamide. Donc on les a testés aussi sur septoriose. On est exactement sur les mêmes essais que ce qu'on a vu précédemment pour le Revistar XL, donc des essais 2019 et 2020. En termes d'efficacité, on a comparé la nouvelle molécule, donc le fenpicoxamide ou Kestar, associé à de l'Elatus+, donc le SDHI qu'on retrouve dans l'Elatus-Sera. Et vous voyez qu'en termes d'efficacité, alors quand on regarde les bâtonnets, on peut penser qu'en termes d'efficacité, on est un peu plus court que l'Elatus-Sera, sauf que finalement, statistiquement, c'est exactement pareil. On a vraiment des performances qui sont totalement similaires entre ce nouveau produit associé à l'Elatus+, comparé à l'Elatus-Sera ou au Cardix. Et puis en termes de rendement, c'est tout pareil. Hein, vous voyez qu'à la fin, on obtient exactement les mêmes choses. Donc pas de problème pour l'utilisation de ce produit quand on vise la septoriose. Alors si on regarde ce qui se passe en rouille brune, c'est un peu différent. Quand on l'associe, là c'est ce qu'on a fait dans les essais, on l'a associé à l'Elatus+, ou alors il n'est pas associé à l'Elatus+, mais on a mis du prothioconazole et une strobilurine.
on est sur des essais qui ont plusieurs maladies, mais il y a quand même majoritairement de l'helminthosporiose dans nos essais. Du coup, là, le discours est un peu plus compliqué au niveau de cette molécule. Donc, j'ai essayé d'être le plus clair possible. On pourra avoir des questions. Il faut vous dire qu'au niveau de l'helminthosporiose, au niveau de l'évolution des souches, ça bouge beaucoup plus vite que ce qui se passe sur blé. L'helminthosporiose, à une époque, on n'avait absolument aucune résistance de cette maladie par rapport au SDHI. Ouais, non, il n'y a pas de diapo, Christophe, donc tu peux rester sur la diapo précédente. Ça ne va pas être très long. Et on a à une époque, on n'avait aucune résistance. Malheureusement, maintenant, les souches d'helminthosporiose ont tendance à montrer une résistance au SDHI. Donc, du coup, dans certains cas de figure, quand on a beaucoup d'helminthosporiose, on peut se retrouver avec des efficacités totalement comparables entre un produit qui contient un SDHI et un produit qui ne contient pas de SDHI, mais une strobilurine à la place. Et en fait, là, avec les deux bâtons qu'on voit en bas, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on met du Kestar avec de l'Elatus+, on a un bon SDHI qui, quand on n'a pas trop de souches résistantes à l'helminthosporiose, fonctionne très très bien au niveau des maladies de l'orge. Donc du coup, c'est l'Elatus+, là, en fait, qui travaille pas mal sur les maladies de l'orge. Sur la rouille... Ah ben non, mais je suis en train de vous dire n'importe quoi, là. Excusez-moi, c'est pour ça que tu avais passé la diapo. Je reprends, je suis désolée. Fin de semaine, c'est compliqué. Je reprends, on est sur la rouille brune. Le Kestar, quand on l'a testé avec l'Elatus+, en fait, le travail est essentiellement fourni par le SDHI. L'Elatus+, c'est du benzovindiflupyr. C'est le SDHI, à l'heure actuelle, qui est le plus efficace sur cette maladie et le seul avec lequel on peut se passer de strobilurine. Donc, en fait, ce n'est pas le Kestar qui est en train d'amener l'efficacité, c'est vraiment l'Elatus+. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous êtes intéressé par l'utilisation de ce produit et que vous ne voulez pas ajouter de strobilurine, il faut vous assurer, en cas de variété sensible rouille brune, que vous ayez bien un produit qui l'accompagne, qui gère cette maladie. Parce que c'est vraiment pas là-dessus qu'il faut l'attendre. Si vous n'avez pas d'Elatus+, donc c'est ce qu'on a voulu tester dans le mélange d'après, là, le GF3307, on a du prothioconazole et de l'amistar. Et là, finalement, c'est l'amistar qui apporte l'efficacité, le prothioconazole qui apporte l'efficacité sur la rouille brune. Donc, ce que vous pouvez retenir au niveau du blé pour cette molécule, c'est qu'en septo, il n'y a pas de problème quand le produit est associé. En revanche, sur rouille brune, il ne faut pas compter sur cette molécule. Il faut à tout prix dans son programme avoir un produit qui gère, une molécule qui gère la rouille brune. Donc, soit une strobilurine, soit de l'Elatus+ ou de l'Elatus RA. Donc, maintenant que j'ai fini de m'embrouiller, on va passer à l'orge. Et donc, sur l'orge, ce que je disais précédemment est vrai, on a des souches d'helminthosporiose qui peuvent être résistantes au SDHI. C'est ce qu'on voit en fait avec les deux premiers bâtons, donc le graphique de gauche et les deux premiers bâtonnets, là, ceux qui sont en haut. Vous avez deux modalités, du Cardix avec du twist, donc prothioconazole, SDHI, strobilurine, et juste en dessous, vous avez exactement la même chose, mais on a enlevé le SDHI. Et vous voyez qu'en termes d'efficacité, on est sur des choses totalement similaires. Donc le SDHI n'a pas apporté grand-chose sur helminthosporiose. Quand on utilise du Kestar, là on l'a utilisé toujours associé à du prothioconazole ou avec du prothio et une strobilurine, on voit que finalement ça donne exactement le même type d'efficacité qu'une modalité sans SDHI, puisque ce n'est pas vraiment le SDHI qui apporte l'efficacité. Donc sur helmintho, vu le contexte actuel au niveau des souches, c'est un produit qui peut présenter des efficacités intéressantes à partir du moment où on ne l'utilise pas tout seul et qu'on associe soit avec du prothioconazole, soit avec une strobilurine. C'est quand même mieux de garder une strobe avec pour être sûr que ça fasse le boulot. Sur la laryngosporiose, finalement, on obtient exactement tous les mêmes types de résultats parce que derrière, on a du prothioconazole qui est très efficace sur cette maladie. Donc, à chaque fois que de toute façon, on associe une molécule avec du prothio, ça fonctionne très bien pour la laryngosporiose. Là où quelque part ce produit peut être intéressant, c'est par rapport à la ramulariose. Vous voyez les efficacités. Là, statistiquement, alors ce sont des tendances, mais on voit que par rapport au Cardix Twist, on est sur des choses qui sont complètement équivalentes quand on l'associe à du prothioconazole. On obtient des efficacités qui sont très intéressantes avec 47%, alors qu'une solution sans SDHI et sans Kestar va être un peu plus en retrait. C'est ce qu'on voit avec le deuxième bâtonnet. Donc, en termes d'efficacité, sur orge, ce qu'on peut retenir, c'est que le point fort de ce produit, c'est surtout la ramulariose. Pour le reste, c'est souvent soit la strobilurine
qui va être là en support pour gérer l'helmintho, soit c'est le prothioconazole qui sera là pour gérer la rhincosporiose. Au niveau des rendements, vous voyez que tout est pareil, hein, quelles que soient les modalités. Donc, on peut utiliser ce type de produit dans les programmes. On peut passer à la suite. N'hésitez pas à poser vos questions aussi via le chat avec vos claviers. Et donc, comme ça nous permettra de gagner du temps aussi tout à l'heure pour la partie des questions. Alors qu'on enchaîne sur les innovations qu'on peut attendre en lutte contre ravageurs pucerons et JNO. D'accord, donc j'enchaîne. Alors, c'est une partie qui ne va pas durer très longtemps parce que malheureusement, alors je suis désolée, ça peut faire un peu négatif de dire ça, mais malheureusement, en termes d'innovation au niveau de la lutte contre la JNO, on n'a pas beaucoup de choses nouvelles. Et là, ce que je vais vous présenter, c'est surtout des pistes de recherche pour que vous voyez un petit peu ce sur quoi on travaille. Et derrière on peut prendre tout le milieu de la recherche de manière générale, mais qu'on travaille notamment en partenariat entre la Chambre 37 et Arvalis. Et c'est surtout tout ce qui va être voie génétique. Alors, au niveau de la voie génétique, au niveau de la tolérance variétale, voire de la résistance variétale, vous savez que sur orge, on a déjà des choses qui existent avec les variétés tolérantes. Alors, un tout petit point vocabulaire qui peut avoir son importance, c'est ce que je rappelle au tout début. Il y a une distinction entre le mot résistant et tolérant. Quand une variété est résistante à une maladie, à un virus, c'est une variété qui, en fait, a un mécanisme qui permet de limiter la multiplication, là, en l'occurrence, du virus dans la plante. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une action relativement forte du gène ou en tout cas de la plante, sur la façon dont va se multiplier le virus. Une variété qui est tolérante, c'est pas pareil, parce que finalement, il ne se passe rien pour le virus. Le virus, il continue à faire sa vie quand il rentre dans ce type de plante. Il continue à se multiplier au même rythme que dans une variété sensible. En revanche, ce qui va se passer, c'est que la plante ne va pas exprimer de forts symptômes. Donc, au final, pour vous, c'est ça qui change tout entre une variété résistante, une variété sensible et une variété tolérante. C'est que la sensible, forcément, quand le virus va se multiplier naturellement, on a des pertes de rendement qui peuvent être importantes, et Dieu sait si c'est important au niveau de la JNO. Une plante tolérante, on va avoir du virus dans la plante éventuellement. En revanche, on n'aura pas les pertes de rendement, ou en tout cas les mêmes pertes de rendement que ce qu'on peut voir sur une variété sensible. Une variété résistante peut obtenir exactement le même type de performance au niveau du rendement, mais en termes de contournement du gène de résistance, ça se passe totalement différemment, parce que là, pour le coup, le virus peut totalement répondre. Donc c'est pour ça qu'idéalement, il serait beaucoup plus intéressant d'obtenir systématiquement des variétés tolérantes au virus et non pas résistantes. Parce qu'on a un risque de contournement sur des variétés tolérantes qui est moins important que sur des variétés résistantes. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle en orge, avec les orges tolérantes qu'on peut avoir. C'est qu'on est un petit peu plus rassuré au niveau du risque de contournement. Alors, on continue quand même à travailler ce sujet orge tolérante en orge pour plusieurs raisons. Déjà, on essaye de mieux connaître ce qui se passe au niveau des gènes de tolérance et éventuellement, s'ils existent, des gènes de résistance par rapport à la JNO, pour mieux comprendre certains comportements parfois et pour essayer d'améliorer sur les variétés qui pourraient arriver sur le marché, d'améliorer le pool de résistance, donc le nombre de résistances ou de tolérances qu'elles pourraient avoir par rapport à ce virus. Et on essaye surtout d'en mesurer les effets pour voir un petit peu le niveau de performance de ces différents gènes. Donc ça, c'est ce qui est fait dans le cadre d'un projet FSOV, donc souvent les partenaires, ce sont des instituts, l'INRA et les sélectionneurs. Donc cette partie est travaillée. Et ça permettrait à l'avenir, notamment, de pouvoir avoir éventuellement plus d'opportunités d'avoir des variétés tolérantes. Et notamment, évidemment, le souhait, ce serait d'avoir enfin des variétés brassicoles qui seraient tolérantes à la JNO. Sur la diapo qui suit, alors je ne vais pas y rester très longtemps, parce que ce sont des résultats que vous avez dû déjà voir. C'est pour montrer un peu l'efficacité de la tolérance des variétés à la JNO. Donc ça, c'est un essai en 2020, mais à chaque fois qu'on fait des essais de cette nature-là, on obtient le même type de résultat. Un essai en 2020, donc vous vous souvenez
de l'année dernière, malheureusement, et la pression JNO qu'on a pu avoir un peu partout en France. Vous avez à gauche sur le graphique différentes variétés d'orge Syrah qui n'ont pas le gène RYD2, qui est le principal gène de tolérance à la JNO à l'heure actuelle dans les orges. Donc on retrouve étincelle, isocèle, KVS Faro, pixel, rossignola, visuel. Quand on regarde ce que ça donne en termes de résultats de rendement, vous avez en vert les rendements sans aucune protection insecticide. Donc là, on est vraiment sur du témoin non traité, insecticide. Et vous voyez qu'avec de l'étincelle, par exemple, on fait 30 quintaux sur cet essai, à peu près. En orange, c'est le nombre de quintaux gagnés par l'application d'un insecticide sur cet essai. Donc l'insecticide derrière, c'est souvent du caratéséon, mais on obtiendrait exactement le même type de résultat avec les autres pyrétrinoïdes qui sont utilisables à l'heure actuelle. Et vous voyez que pour une année avec une pression très importante comme 2020, on est monté jusqu'à 34 quintaux de gain pour un insecticide sur une orge comme étincelle. Alors, ce qui est intéressant dans les variétés là, qui ne sont pas tolérantes, c'est qu'elles ont quand même pas toutes le même comportement, puisque vous voyez le bâton tout à droite sur cette partie du graphique, visuel, qui, elle, sans protection fongicide, fait 51 quintaux, et finalement, l'insecticide ne lui rapporte que 6 quintaux. Donc finalement, ça traduit une espèce de moindre sensibilité de la variété. Pourtant, elle n'a pas le gène de tolérance RYD2. Donc ce n'est pas une variété tolérante, mais visiblement, dans la catégorie des variétés sensibles, certaines pourraient avoir une moindre sensibilité. Alors ça, on l'a capté chez Visuel, parce que comme c'est une variété qui est pas mal cultivée, à chaque fois qu'on a fait des essais variétés, quand on avait des attaques de JNO, on a vu qu'elle avait un comportement un peu différent. J'ai envie de dire, c'était un peu un coup de bol de tomber sur cette variété et de voir ce type de comportement, parce que derrière, sur les connaissances génétiques qui permettent à cette variété d'être moins sensible que les autres, finalement, on ne connaît pas du tout les mécanismes et on ne sait pas du tout quels sont les gènes qui lui permettent d'être moins sensible que les autres. Donc c'est sur ça aussi que travaille le projet FSOV Orge, à essayer de trouver si elle n'aurait pas d'autres gènes de résistance qu'on ne connaît pas à l'heure actuelle et qui lui permettraient d'avoir ce type de comportement et qui permettraient d'améliorer le comportement de variétés qui font partie plutôt des variétés sensibles. Et puis à droite, vous avez les résultats rendement non traités, donc en vert, de différentes variétés tolérantes à la JNO, Amistar, Coccinelle, KVS Borelli et Margot. Et vous voyez que finalement, avec un traitement insecticide, même dans une année comme 2020, on n'avait qu'un quintal de mieux avec l'insecticide. Alors, cet apport de l'insecticide peut être évidemment un peu différent en fonction des années, en fonction des sites, et puis surtout en fonction du moment où on positionne l'insecticide. Parfois, quand la pression est vraiment très très importante, on peut avoir des gains de rendement un peu plus élevés, mais ça dépasse quand même assez rarement les 5 ou 6 quintaux. Donc c'est pour ça qu'au final, au niveau de la recommandation, on déconseille quand même la plupart du temps de faire un insecticide sur ce type de variété, ou du moins, si la pression est très importante, il y a un intérêt uniquement si c'est une pression qui arrive vraiment très tardivement, donc fin novembre, début décembre, voire une pression qui peut arriver en janvier ou février, comme ça peut arriver certaines années. Donc à retenir, sur orge, on continue notre message de ne pas traiter les orges tolérantes. C'est vraiment du cas particulier. Et là, dans ces cas-là, il vaut mieux se tourner vers son conseiller pour savoir quoi faire, parce qu'il faut vraiment l'adapter à la parcelle. Et donc, ce dispositif est présent sur l'INRAE de Nouzilly. Pardon ? Et donc, ce dispositif est présent aussi sur l'INRAE de Nouzilly, là où on est partenaire avec Arbolis. Et donc, on espère aussi que vous pourrez visiter au printemps ces essais, et y compris lors de notre journée Grande Culture, TCF, Tour Agriculture Fourrage, le 27 mai. Voilà. Donc, du coup, on verra en fonction de la pression puceron ce que ça a pu donner. Donc ça, c'était sur l'orge. Alors sur le blé tendre, on est un peu plus embêté parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de variété tolérante, on n'a pas de variété résistante en France pour lutter contre les pucerons. Donc on est obligé de se contenter de variétés sensibles. Alors, elles sont toutes sensibles, mais finalement, la question qu'on s'est posée, notamment parce qu'on avait vu des comportements un peu différents de visuels en orge, on s'est dit finalement, elles sont toutes sensibles en blé, mais peut-être qu'on en a certaines qui sont plus sensibles que d'autres et surtout certaines qui sont moins sensibles que d'autres.
Donc peut-être que ça permettrait quand même, au niveau du choix variétal, de pouvoir avoir une petite sélection de variétés qui tiendraient un petit peu mieux la route par rapport à ce virus. Donc c'est ce qu'on est en train de regarder dans un projet. Alors c'est écrit FSOV, mais je me suis trompée, je ferai la correction. C'est un projet Ecophyto qui est là pour étudier répondre à différentes questions. Est-ce que quand on a des pressions JNO, on a des écarts de comportement entre variétés? S'il y a des écarts, est-ce que finalement on est sur des choses qui sont répétables d'une année sur l'autre, d'un site sur l'autre? Et donc, est-ce qu'on est capable de caractériser relativement finement, on va dire, le comportement des variétés de blé tendre par rapport à cette maladie? Et donc finalement, ce qu'on voit là, c'est une synthèse. Donc on avait un essai l'année dernière à Nouzilly, donc avec la chambre, et puis on en avait un du côté d'Ozoir-le-Marché pour Arvalis, et puis il y avait d'autres essais, d'autres partenaires, plus des essais Arvalis en 2019 et 2020. Donc là, ce que vous voyez, c'est la synthèse de 6 essais avec à chaque fois les mêmes variétés. Alors, je vais vous frustrer énormément là parce que les variétés sont codées. Tout simplement parce que à l'heure actuelle, on n'a pas quelque chose qui est assez stable pour pouvoir communiquer sur des noms de variétés qui se comporteraient mieux que d'autres. C'est ce qu'on voit là au niveau des résultats. Alors j'ai essayé de faire ça de manière assez claire. Donc sur le graphique, vous avez à gauche les rendements, la perte de rendement en pourcentage du traité. Donc ça, le maximum qu'on a eu, c'est quasiment 40% de perte de quintaux en ne traitant pas une des variétés du dispositif. Cet écart, vous avez les moyennes, donc qui sont les différents bâtonnets marrons. Donc vous voyez qu'entre la variété 5, qui est tout à gauche, on est sur une perte de rendement qui est quand même plus importante que la variété 7, qui est tout à droite, puisque d'un côté, on a 24% de perte de rendement, et de l'autre, on est qu'à, entre guillemets, 14% de perte. Donc vous voyez qu'en moyenne, il y a des comportements qui sont un peu différents entre les variétés. Et pourtant, elles ont toutes été conduites dans les mêmes conditions. Donc oui, a priori, on a bien des variétés qui seraient un peu plus sensibles que les autres. Le problème, c'est que tous les points que vous voyez apparaître sur le graphique, c'est à chaque fois un site, une année. Et vous voyez qu'au niveau de la dispersion des points, on n'a pas toujours les mêmes choses. Alors, je vais prendre des exemples parce que ce sera beaucoup plus facile. Si vous prenez la variété 13, donc qui est la deuxième variété la plus à droite, en moyenne, elle a une perte de rendement de 14%. Donc, elle fait plutôt partie des meilleures variétés au niveau de la JNO, en tout cas dans celles qui ont été testées. Et vous voyez que tous les points, finalement, alors il y a un écart qui est entre le mini et le maxi qui est assez important, mais tous les points, on va dire, sont à peu près dans le même ordre d'idée. En revanche, si on prend la variété 11, qui est quasiment pile au milieu du graphique, vous voyez que les points sont quand même beaucoup plus éclatés. On passe dans certains essais, donc, comme par exemple à Nouzilly l'année dernière, on est sur une perte de rendement qui est très, très faible, puisqu'on devait avoir à peu près 2% de perte de rendement, alors que sur un site en Poitou-Charentes l'année dernière, donc on était exactement la même année, là on obtient quasiment 40% de perte de rendement. Donc c'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on est très embêté pour produire une espèce d'échelle de sensibilité des variétés à la JNO en blé tendre, parce que finalement on voit qu'à chaque fois on ne retrouve pas tout à fait les mêmes variétés qui se comportent de la même manière d'un site à l'autre. Et donc du coup, ce serait un peu risqué de dire pas de souci, vous pouvez faire la variété 11, elle ne perd pas tant de rendement que ça, parce que certaines années, elle peut se prendre quand même de sacrés cartons. Donc voilà, donc, par contre, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ça continue à être travaillé, c'est-à-dire que là, ce sont les premiers résultats. En 2021, on a toujours des essais qui sont menés un peu partout en France. Il y aura un essai à Nouzilly, il y aura un essai à Ozoir-le-Marché également. Donc, on va un peu peaufiner cette synthèse, et surtout, le but, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que certaines variétés se comportent un peu mieux que d'autres. Donc voilà. Donc pour le moment, je ne peux pas vous faire de préconisation variétale par rapport à la JNO. Donc finalement, le meilleur moyen de gérer efficacement les pucerons à l'heure actuelle sur blé tendre, c'est vraiment de faire des observations au niveau des parcelles sur la présence sur plante des des pucerons, et puis se repérer en fonction des conditions climatiques pour savoir quand déclencher
ce type d'observation pour ensuite pouvoir positionner un traitement insecticide s'il y a besoin, et le meilleur positionnement pour avoir la meilleure des efficacités. Donc voilà pour ce volet. Le topo se voulait relativement court. Alors, je suis bavarde, donc c'est pas de bol, pour laisser place à la discussion. Donc, n'hésitez pas à poser plein de questions. On n'a pas forcément tout abordé. Donc, n'hésitez pas pour vos questions. Alors, je vois Xavier Bonneau qui met Christophe essaie pour question. Est-ce que cela fonctionne? Eh bien, oui, cela fonctionne puisqu'on voit ta question. Donc, du coup, Xavier, tu peux aussi nous poser la question en direct. Je ne pense pas qu'on soit non plus très, très nombreux. On peut éventuellement, je crois que vous avez un bouton, lever la main pour pouvoir vous donner aussi la parole, réactiver vos micros si besoin. Vous pouvez nous demander soit sous forme de chat ou directement à ce qu'on puisse réactiver votre micro si vous voulez nous parler ou poser la question uniquement donc par écrit. Ou alors vous êtes tous perdus devant vos écrans. Allez, on est désolé parce qu'en termes de format, c'est pas forcément le plus simple pour pouvoir présenter des résultats. Ça peut être un peu, voilà, c'est différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. On m'a signalé aussi que sur un écran de smartphone, du coup, c'était un peu petit. Et c'est vrai que vaut mieux être bien installé devant son écran pour pouvoir regarder. Mais j'aurai l'occasion, du coup, de vous envoyer aussi les éléments. Alors, je n'ai pas compris. Essai orge fongicide. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Xavier? Est-il possible de revoir la diapo? Donc, je pense que oui. On va repasser sur la diapo. Et sur quel produit? Alors, on va regarder les éléments. Est-ce que tu peux nous dire, Xavier, sur quel produit? Ouais, sinon, je peux faire un résumé de tous. Hein. Alors, on va repasser parce que donc, du coup, Xavier ne se rappelle plus. Hop là, on va passer. Partage d'écran. Donc, c'est des outils qui sont nouveaux aussi pour nous. Alors, on va prendre le diaporama. Alors, il y a eu plusieurs choses. Hein. Il y a eu le Revistar sur la partie orge. Je ne serais pas très surprise que ce soit sur la diapo où je me suis un peu craquée. Alors, on va revenir, on va la remettre. Du coup, je crois que c'est celle-ci. Je la vois pas. C'est peut-être pas normal. Alors, tu ne la vois pas. Donc, si la technique s'en mêle aussi, ça va être compliqué du coup de notre côté. Et puis moi, j'ai cliqué sur un truc que j'aurais pas dû. Alors, peut-être tu peux nous le faire à l'oral, du coup, ça sera peut-être plus vivant aussi. Ouais, je peux, pas de problème. Alors, je peux faire un résumé au niveau de l'orge, au niveau des fongicides. Ce qu'il faut retenir, c'est que au niveau des nouveautés, Revistar XL, il n'y a pas de souci, c'est un produit qui peut être totalement utilisé sur Orge et introduit dans un programme Orge, comme ce qui était fait avec le Cardix ou avec les Latus ERA. Donc en termes de performance, c'est totalement équivalent. En revanche, au niveau et puis pour l'Inatrec, on a des efficacités qui sont un petit peu, pardon, Inatrec, pour le Kestar, ou en tout cas la nouvelle molécule, la fenpicoxamide, on a des efficacités qui sont un peu contrastées entre ce qui se passe sur helminthosporiose, sur rhynchosporiose et sur ramulariose. Cette molécule, elle est surtout efficace sur ramulariose. Au niveau de la rhynchosporiose et de l'helminthosporiose, finalement, c'est le fait de l'associer à d'autres molécules qui vont donner l'efficacité au produit. Pour l'helminthosporiose, c'est le fait de l'associer soit à un SDHI qui gère très bien pardon, pas un SDHI, soit une strobilurine, soit un triazole qui arrive à gérer pas trop mal l'helminthosporiose. Par rapport à la rhynchosporiose, finalement, c'est le fait de l'associer au prothioconazole qui rend le produit efficace. Donc, en gros, cette nouvelle molécule,
bonne efficacité sur amylariose, pas grand-chose à attendre au niveau de l'L-Minto et de la Rhinco. Il faut l'associer à d'autres molécules qui sont efficaces sur ces maladies et qui vont gérer cette maladie. Est-ce qu'il y a du coup d'autres questions? Tu parles, voilà, le Kestar et dans l'essai, donc je pense que tu as répondu à la question. Moi, j'aurais une question. On voit qu'il y a quand même beaucoup de protios qui est utilisé aujourd'hui, y compris sur la partie blé. On retrouve beaucoup déjà historiquement sur la partie orge. On a entendu parler d'un traitement de semences qui permettrait peut-être aussi de libérer un peu la pression fongicide. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors c'est un traitement de semences qui s'appelle Systiva, qui est vendu par BASF, qui en fait, alors c'est un produit qui est… La molécule n'est pas nouvelle, puisque vous allez voir, c'est du fluxapyroxade. Donc, en fait, c'est exactement la molécule qu'on retrouve dans du Librax ou du Revista XL. Donc, mais là, cette fois-ci, à la place de l'utiliser en plein et sur la végétation, on l'utilise en traitement de semences. En fait, BASF, ça fait depuis un petit moment qu'ils ont homologué cette solution, puisque nous, on l'avait dans des essais en 2013. On l'avait sur orge d'hiver et sur orge de printemps semée à l'automne. En fait, ils n'ont pas voulu le mettre disponible à la commercialisation à ce moment-là, donc dans les années 2013-2014, tout simplement parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu des problèmes. Ils ont commencé à repérer qu'il y avait des souches d'helminthosporiose qui étaient résistantes au SDHI. Ils avaient peur, en donnant accès à cette solution, on se retrouve avec une explosion des souches résistantes helminthosporiose. Donc, du coup, ils n'ont pas commercialisé à ce moment-là. La situation maintenant est un peu différente et c'est pour ça que maintenant ils la commercialisent. C'est que finalement, de toute façon, maintenant, même sur des solutions utilisées directement sur la végétation, on sait qu'on a des souches d'helminthosporiose qui sont résistantes. Ce qui fait que du coup, ils sortent le produit non pas pour attendre une efficacité helmintho absolument démentielle, parce qu'on sait très bien que ça ne fera pas forcément beaucoup mieux que des produits utilisés en végétation. En revanche, c'est pour pouvoir assouplir un petit peu et éviter notamment des démarrages de rhinchosporiose assez précoces qui parfois nous obligent à faire un T1. Alors que là, finalement, si on l'utilise en traitement de semences, on pourrait très bien imaginer pouvoir se passer de la première intervention sur orge et de n'avoir que le traitement à sortie des barbes à faire. Donc, nous, en 2000, là, quand ils ont demandé à tester en 2020, ils nous ont demandé trop tardivement pour qu'on puisse l'intégrer dans des programmes. Donc, la seule solution, c'était tester sur orge de printemps. Orge de printemps, semé au printemps, pression maladie, on n'est pas sur quelque chose de démentiel. Donc, du coup, on va seulement le tester là pour la première année en 2021, en tout cas dans le contexte de souche helminthosporiose qu'on a à l'heure actuelle. Ceci dit, on avait des résultats en 2013, notamment sur de l'orge de printemps semée à l'automne, et c'était de la Sébastien, donc du coup bien sensible aux maladies, et notamment la rhinchosporiose. Et je me souviens que j'avais un essai à Ozoir le Marché sur cette variété qui était gavée de rhinchosporiose. Et j'avais le Systiva. Et on avait de très bonnes efficacités visuelles et même en termes de rendement de l'utilisation de ce produit. Le problème, c'est qu'à l'époque, on ne faisait pas tout à fait les mêmes produits derrière. Donc, du coup, pour le moment, moi, je ne peux pas le préconiser. En revanche, je pense qu'on peut s'attendre à de bonnes efficacités rhinchosporiose de ce produit. Et je pense qu'effectivement, il sera possible de pouvoir se passer de T1 dans certaines situations avec de fortes pressions rhinchosporiose grâce à ce produit. Et étant donné que la rhinchosporiose, c'est essentiellement le prothioconazole à l'heure actuelle qu'on a qui nous permet de gérer cette maladie, si le Systiva est là pour pouvoir gérer la rhincho, ça veut dire qu'on aura moins besoin de venir avec plein de prothioconazole sur la suite du programme fongicide. Donc, c'est une chance qu'on peut avoir d'avoir ce traitement de semences qui sort. Donc, voilà. Et cette innovation, du coup, sera à voir aussi sur la plateforme de NUSI et l'INRAE, puisque donc on a eu donc à disposition ce traitement Systiva sur orge de printemps en semis d'automne. Ça s'est fait donc il y a à peine 2 semaines. Donc j'espère qu'on pourra avoir des résultats intéressants au printemps. Une question qui est un peu dans le même ordre d'idée sur le fait de pouvoir économiser son T1. Donc c'est Jean F
qui nous pose la question de savoir sur fongicide blé, sur un mélange de variétés, si nous voulons faire juste un T2, est-ce qu'un litre de Librax reste une bonne base? Le produit Librax reste, alors c'est vrai qu'on le met de moins en moins souvent dans les essais parce qu'on sait qu'il est de moins en moins utilisé. Donc du coup, et comme on ne peut pas mettre à chaque fois tous les produits, mais le Librax reste exactement en termes de performance au même positionnement qu'avant, c'est-à-dire que c'est totalement équivalent à un Cardix et c'est totalement équivalent à un Elatus Serra. Dans nos essais historiques, à chaque fois, on a exactement le même type de résultat. Donc du coup, il n'y a absolument aucun problème pour pouvoir conserver ce produit comme base d'un programme fongicide sur blé. Et j'ai envie de dire qu'on soit en mélange ou pas, d'ailleurs, de variétés. Il n'y a aucun problème pour pouvoir conserver ce produit dans les programmes. Et en termes de nouveautés, donc on a aussi le Revistar dont tu as parlé. Donc on peut pas vous montrer non plus les résultats qu'on a eu nous de notre côté, Chambre d'agriculture, sur la plateforme INRAE, puisque vous savez, nous sommes victimes actuellement d'une cyberattaque. On espère récupérer nos fichiers. C'est un problème de virus, mais voilà, ça n'a pas été transmis par des pucerons, c'est aussi autre chose, et l'insecticide fonctionne pas sur ce genre d'éléments, mais nos informaticiens sont à l'œuvre. Néanmoins, vous dire que, comme l'a signalé Agnès, on était sur année à faible pression, donc tout le monde a gagné, dans le sens où on n'a pas de différences qui sont significatives maintenant, malgré une bonne précision de l'essai. Il y avait une pression rouille brune qui était attendue, qu'on avait vu monter avec des températures qui étaient quand même relativement douces, et finalement qui s'est exprimé, mais trop tard, parce que du côté des températures, c'était un jeu de vitesse dans le sens où le blé avait déjà fait son cycle. Néanmoins, si on rentre un petit peu dans la finesse sur la partie du Révi, ce qu'on a pu observer, c'est que sur la dernière feuille définitive, c'est donc la F2, on avait quelque chose qui était très propre et qui en un traitement était l'équivalent de ce qu'on pouvait avoir en deux traitements sur ces feuilles. Donc pour les personnes qui seraient en recherche justement d'avoir un passage uniquement ou de limiter aussi les passages, puisque c'est aussi quelque chose là qui est quand même dans l'air du temps, notamment à proximité des habitations, ça peut être un produit très intéressant dans le sens où voilà, il y avait une promesse un peu qui avait été faite de la part de la firme qu'on voulait vérifier, d'avoir l'équivalent de deux traitements en un traitement dans une pression maladie qui restait quand même relativement faible cette campagne. On a pu le vérifier. Il n'y a pas de gain de rendement. On est aussi curieux de voir ce que ça peut donner sur une année. On aura une plus forte pression, ce qui nous engage aussi, comme tu l'as dit Agnès, à pas forcément non plus trop baisser au niveau des doses, puisque avec une année, avec une pression maladie un petit peu plus forte, on aurait sans doute peut-être une autre réponse. Voilà, je pense que c'est des choses que tu avais vues aussi Agnès. Hein. Oui, tout à fait. Alors c'est un produit qu'on travaille depuis pas mal d'années, parce qu'on l'a eu avant son homologation, et à chaque fois on voit vraiment de très bons résultats en termes d'efficacité et de rendement. Et notamment, alors en l'ayant travaillé avant son homologation, sur des années où les pressions étaient un peu plus importantes. Et à chaque fois, visuellement, on avait vraiment de très, très bons résultats et ça se voyait au rendement aussi derrière. Et puis, je dirais que, alors c'est un produit qui peut être une bonne alternative aussi. Alors, non seulement parce qu'effectivement, dans certaines situations, on peut facilement se passer de T1, mais alors en plus, sur la plupart des produits T2 qui sont utilisés à l'heure actuelle sur blé tendre, c'est ce que tu disais, Christophe, il y a beaucoup de prothioconazole. Il n'y a pas de prothioconazole dans le Revistar XL. Il remplace, en termes à peu près de constitution, il remplace à peu près un Librax. Et ça, sur des situations de blé qui sont notamment derrière maïs, où souvent on peut avoir un T3 qui peut être fait avec des produits à base de prothioconazole, finalement s'orienter vers un Revistar XL permet de pouvoir garantir l'alternance des molécules telles qu'on le préconise au sein du programme. Donc donc il faut vraiment garder en tête que c'est un produit qui peut totalement être utilisé sans aucun problème, avec de bonnes performances, et qui permet de renouveler un petit peu le type de molécules qu'on utilise jusqu'à maintenant. Alors, il n'y a pas d'autres a priori questions. On arrive à peu près dans la fin de notre format sur une heure. Moi, j'aurais une question, puisque du coup, tu nous parles aussi du T3. On a une particularité cette année sur la Touraine, c'est-à-dire que on a eu 35 000 hectares de blé sur la campagne précédente qui n'ont pas pu être semés, qui se sont retrouvés transformés avec des précédents du coup sorgho, millet et puis aussi dans une moindre mesure maïs. Donc, ce qui va amener aussi des précédents quand même relativement favorables au développement de la fusariose. On sait qu'on va avoir le retrait aussi annoncé d'une solution au niveau traitement fusariose. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Quelles évolutions on peut attendre aussi sur le côté T3? Il y a l'aspect réglementaire et puis l'aspect technique. Oui. Alors, sur l'aspect réglementaire, en fait, ce dont parle Christophe, c'est que le tébuconazole va pas tarder à passer en réhomologation.
Sauf qu'on a quand même de très très forts signaux qui font qu'on se doute que ça risque d'être très très compliqué de pouvoir garder cette molécule. Donc en fait, les firmes phytosanitaires qui ont des solutions à base de tébuconazole sont en train de regarder un petit peu ce qu'ils pourraient proposer comme solution pour remplacer des produits qui contenaient du tébuconazole. Et alors effectivement, à l'heure actuelle sur Fusariose, les références, c'est Prosaro ou Kestrel, qui sont tous les deux des produits qui associent du prothioconazole et du tébuconazole. Si demain on n'a plus de Prosaro, comment est-ce qu'on peut gérer la protection de l'épi? Alors, y a des choses qui existent déjà et qui se font déjà à l'heure actuelle. Hein. On a des produits qui peuvent être à base de metconazole, ou en tout cas des produits qui étaient à base de metconazole qui étaient utilisés et qui montraient de bonnes efficacités. Donc en fait, alors qui montraient de bonnes efficacités, mais surtout sur l'une des fusarioses, Fusarium graminearum, et pas trop sur Microdochium. Et ça, c'est le point fort du prothioconazole, qui lui est efficace vraiment sur les deux types de flore. Donc en fait, ce que les firmes sont en train de voir, c'est finalement, est-ce qu'il n'est pas possible d'associer du prothioconazole et du metconazole dans un seul et même produit pour obtenir le même niveau d'efficacité que le Prosaro ou le Kestrel. À une époque, ça, c'était pas possible de le faire parce que d'un point de vue phrase de risque, le prothioconazole ne pouvait pas être mélangé avec d'autres molécules, en tout cas en mélange en extemporané, et même avec certaines molécules en produits tout formulés. C'était un peu compliqué de le faire, et notamment avec le metconazole, ce n'était pas possible de le faire. Ce qui fait que du coup, cette phrase de risque a sauté. Donc le prothioconazole est à nouveau mélangeable avec d'autres molécules, et notamment le prothioconazole. Donc nous, là, en 2020, on a fait des essais FUSA qui mélangeaient ces deux molécules, prothioconazole, donc le JOAO, en gros, avec du metconazole. Donc il y a plein de noms complètement différents. Et on a regardé l'association de ces deux molécules, ce qu'elles pouvaient donner, aussi bien sur des flores plutôt graminearum que Microdochium. Et au final, en termes d'efficacité, on trouve, pour le moment, en tout cas pour la première année, alors il n'y avait pas beaucoup de pression fusariose, mais en première année, on a eu exactement les mêmes niveaux d'efficacité que le Prosaro. Donc on a plutôt bon espoir, d'ici à ce que le Prosaro disparaisse, d'avoir des solutions éventuellement toutes formulées ou en mélange extemporané, au moins dans un premier temps, avec ce type d'association pour pouvoir gérer la FUSA. Donc, ce serait le retour du metconazole qui, au démarrage de sa carrière, finalement, sous le nom du Caramba, s'était retrouvé, en effet, sur un positionnement fusariose. Et puis après, au gré des évolutions des résistances que tu nous as présentées, c'est repositionné aussi, soit en T1, soit des fois en T0 sur des problématiques de rouge-jaune, et qui est revenu après, donc qui pourrait se repositionner, avec toujours, quand même, je pense que tu peux nous le confirmer, la nécessité en termes de recommandation de n'utiliser une matière active qu'une seule fois dans son programme. C'est ça. Idéalement, il faut vraiment essayer d'alterner. Réglementairement, on a le droit d'utiliser plusieurs fois le même triazole, mais pour des raisons de gestion des souches résistantes, et effectivement, il vaut mieux ne pas revenir à chaque fois avec le même triazole. Et du coup, des solutions qui sont efficaces comme Revita XL, si ça nous permet d'enlever le T1, finalement, ça peut laisser totalement la place au metconazole en T3 sans aucun problème. Et c'est vrai que pendant longtemps, ça avait été utilisé sur ce créneau-là. Et c'était vraiment l'arrivée du prothioconazole qui avait la particularité d'être efficace sur les deux types de fusariose, qui l'avait un peu détrôné de cette position de T3. Et là, normalement, ça devrait être effectivement le grand retour de cette molécule sur ce positionnement. Très bien. Vous avez la possibilité aussi, pour ceux qui ne seraient pas forcément à l'aise avec un clavier, de réactiver vos micros. Normalement, je vous ai laissé cette possibilité dans les options. S'il y avait une dernière question avant de nous quitter, si vous voulez réactiver votre micro pour la poser directement de vive voix. On vous laisse 5 secondes. 1, 2, 3, 4. C'est des petites secondes. Voilà. Donc, il nous reste, Agnès, à te remercier, donc à remercier aussi nos participants. Donc, ça sera rediffusé par la suite pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion. Donc, je vais pouvoir aussi vous partager, donc, avec ton accord, Agnès, le diaporama. Pas de problème. C'est quelque chose sur lequel on commence à avoir une certaine habitude ensemble, parce que cet été, tu nous avais présenté les variétés sous forme vidéo. Donc là, on revient pour la saison 2. C'est un peu ça. Et on a eu plus de 900 vues à ce jour, donc sur la partie conseil, donc en ce qui concerne le choix d'une variété. Donc je ne sais pas si on fera le même score.
Vous étiez entre 15 et 20 à nous avoir suivis ce soir, donc on vous remercie. Je confirme aussi que la plateforme est magnifique, donc vous n'avez pas pu la voir malheureusement aussi donc sur l'INRAE, mais vraiment bravo à toute notre équipe, à Mathieu, à Alain, à l'équipe d'Arbalis qui vient aussi donc sur les éléments d'implantation, à l'équipe de l'INRAE de Nouzilly avec qui on travaille. Et donc on vous donne rendez-vous le 27 mai. Et puis donc aussi la semaine prochaine, et ce sera Mathieu qui animera donc un autre webinaire sur le thème de la fertilité avec le GI2E, donc Magellan. Voilà. Ben, merci à tous. Merci Agnès. Et donc à une prochaine fois. Oui, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.